Test micro. Vous entendez votre voix, mais comme vous n'avez pas voulu de casque, c'est normal. Vous entendez, mais c'est pas cela le micro. C'est eux, vous parlez normalement. Ah ouais? Et eux, vous entendent. Sans micro. Moi, je peux parler normalement. Ils ont les casques. Vous parlez normalement. Sans micro. Mais, Okay. parce qu'il y a des gens en fait, qui veulent le micro, mais okay. On entend votre voix quand vous parlez. Donc là, en fait, je peux parler comme ça. Et là, en fait, tout le monde, vous m'entendez très bien. Oh, la magie de la technique. Formidable. Ah, il y a un... Par contre, si vous voulez bouger ou qu'il y a d'autres intervenants, si les micros, il faut qu'ils parlent. Vous m'entendez là? Est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson? Non, je fais ça. Voilà. Donc c'est bon. Il faut que monsieur mette son casque. Qu'est-ce que c'est? C'est le micro. On démarre? Ok, allez, très bien. J'attends juste que Renaud mette son casque. Canal 5, c'est ça? Canal 5. Est-ce que tout le monde entend? C'est bon? Mesdames, Messieurs, okay. Nous vous invitons à rejoindre les salles de conférence. Le programme va débuter. Ok, allez. Vous êtes tous en canal 5, messieurs, dames? C'est bon, allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui à Energy Meeting. Donc nous sommes l'équipe Impulse Partners, donc une société spécialisée dans l'innovation, qui met en relation, qui crée des ponts entre les startups qui ont des solutions pertinentes à proposer aux acteurs, disons, plus traditionnels des filières construction et infrastructure. On est là aujourd'hui pour vous parler à la fois d'un observatoire des tendances d'innovation que nous avons réalisé et pour vous présenter plus particulièrement des retours d'expérience et de startups qui vont pitcher devant vous pour vous présenter leurs solutions. Alors démarrons par l'Observatoire des tendances. Donc c'est un document qui est téléchargeable, qui est là présenté en sa version imprimée, mais qui est téléchargeable avec le QR code qui est là. Et on va vous présenter quelques grandes tendances, notamment sur le sujet de la rénovation énergétique. Pour constituer cet observatoire des tendances, nous avons été à la rencontre des acteurs clés de la filière, de l'ensemble de la filière d'ailleurs, puisque nous avons interviewé à la fois des constructeurs, à la fois des bureaux d'études, également des fabricants de matériaux, des investisseurs, des représentants des entreprises grosses, moyennes ou petites, et puis des maîtres d'ouvrage. Ils nous ont partagé leurs tendances à eux, ce qu'ils commençaient à détecter. Et puis nous sommes allés également à la rencontre de 300 startups. Chez Impulse, nous avons un vivier assez important de startups, mais nous avons analysé 300 startups qui nous paraissaient pertinentes pour apporter de la valeur à la filière. Ces 300 startups, on les a comparées par rapport à un observatoire qu'on avait réalisé il y a 2 ans. Et vous verrez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de plus en plus de solutions qui sont proposées pour la filière et pour apporter de la valeur au chantier. Très important également dans cet observatoire des tendances, vous trouverez 36 cas concrets d'expérimentation entre start-up et acteurs traditionnels.
36 illustrations que le secteur est en mouvement et se saisit des innovations. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que les grands groupes qui se saisissent des innovations. C'était beaucoup le cas. Messieurs, nous vous invitons C'était beaucoup le cas les premières années où les startups ont émergé. Maintenant, les petites entreprises jusqu'aux artisans savent aussi se saisir des innovations, sont un peu plus audacieuses et testent sur leurs chantiers, notamment des chantiers de rénovation, les startups. L'autre bonne nouvelle, c'est que les solutions innovantes ne sont plus seulement testées en Île-de-France, mais que partout en France, en région, il se passe des choses. Et puis, comme on l'a dit, l'innovation n'est plus seulement réservée à quelques acteurs un peu plus audacieux, mais que l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la maîtrise d'ouvrage, se saisit des innovations. Donc 36 cas concrets que vous retrouverez dans l'Observatoire. Cet observatoire, il a été construit autour de 3 grands enjeux, qui sont les enjeux notamment des acteurs qui construisent, c'est vraiment proche de l'acte de construire. Ils ont tous confirmé cette année le fait qu'ils avaient besoin d'innover pour améliorer la productivité sur les chantiers, également améliorer la qualité technique et environnementale des chantiers et également innover pour améliorer les notions de sécurité, de prévention sur les chantiers. Donc l'observatoire, les solutions qui sont présentées sont organisées autour de ces 3 grands enjeux. Qu'est-ce qui ressort en termes de grandes tendances générales? Après, on fera un zoom sur la rénovation énergétique. Il ressort 3 grandes tendances. La première, c'est un mouvement d'innovation autour de la décarbonation. Vous ne serez pas surpris. Donc, comment on limite l'impact environnemental de nos chantiers. Ça se traduit concrètement par des solutions qui sont liées notamment à l'émergence de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, mais également l'émergence de systèmes constructifs, beaucoup de mix béton-bois par exemple, et puis un mouvement très fort vers la préfabrication, et même si la préfabrication n'est pas totalement un système nouveau, on voit quand même que ça se développe de plus en plus, le hors-site, avec beaucoup de solutions modulaires qui apparaissent. L'autre grande tendance est la digitalisation. Donc, depuis plusieurs années, notre secteur d'activité se saisit des solutions digitales pour améliorer ses process. L'émergence de l'intelligence artificielle a vraiment montré son accélération depuis quelques années. On constate que toutes les solutions des startups qui intègrent l'IA ont permis à des acteurs qui se sont un peu lancés, à des acteurs traditionnels, c'était plutôt d'ailleurs les grands groupes, ça a permis de se familiariser avec la récolte des données. Donc c'est des solutions qui ont permis de récolter la donnée. Maintenant, on est en train de passer à un autre cap qui est, avec cette donnée, comment on amène de l'intelligence, comment on amène de la performance sur les chantiers. Donc les solutions qu'on voit émerger aujourd'hui permettent d'aller un cran plus loin dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. La troisième axe, c'est l'automatisation. Donc l'automatisation notamment au service de la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. C'est au travers de mettre de l'intelligence dans les matériels, plus de solutions qui sont liées à la robotique aussi. Et d'un point de vue global, alors sur la sécurité, mais en fait sur tout le reste, toutes ces nouvelles solutions de start-up nécessitent une montée en compétences, parce que ce n'est pas des compétences traditionnelles que de savoir utiliser des logiciels un peu spécifiques, que de savoir mettre en œuvre des systèmes constructifs un peu nouveaux. Donc il y a un enjeu autour de la compétence qui est de... faut suivre toutes ces transformations. Si maintenant on fait un zoom sur les solutions innovantes qui sont dans l'observatoire, qui sont au service de la performance énergétique. Alors il y a 4 grands champs, on appelle ça des champs d'innovation, 4 champs particuliers. Donc ici, nous avons isolé le type de cas d'usage qui sont vraiment propres à la performance énergétique. Donc au sein de l'observatoire, il y a plus de 40 champs d'innovation qui sont traités. Ici, on en a fait ressortir 4. Donc un premier autour de tout ce que sont les outils de simulation énergétique.
Donc ici, on retrouvera des solutions qui permettent d'améliorer la connaissance des consommations de manière générale, la consommation de parc immobilier par exemple, l'exploitation, enfin, la récupération des données notamment, pour connaître les consommations énergétiques des parcs. Également des solutions qui permettent de faire des simulations de consommation des bâtiments ou des ouvrages futurs, ce qui permet dès l'amont d'améliorer la conception. Un deuxième champ à droite qui correspond à des innovations pour créer, qui permettent de s'appuyer sur des dispositifs de pilotage intelligent. Vous le verrez, c'est là qu'il y a le plus de nouvelles solutions. Ici, on est là encore sur la prédiction, comment on optimise les consommations énergétiques en organisant mieux les données. Et puis, tout ce qui peut aider à améliorer le confort des usagers, à la fois en améliorant la qualité de l'air, mais aussi tout ce qui est contrôle des températures ou la gestion des flux énergétiques. Un troisième champ est dédié aux solutions de rénovation énergétique dans leur ensemble. Ici, à nouveau, réduire les consommations énergétiques. Il y a des solutions qui le proposent. Et puis tout ce qui peut aider à réduire la fracture énergétique également. Le quatrième champ correspond aux solutions qui sont au service de l'amélioration de la performance énergétique. Là encore, comment on réduit les coûts d'exploitation et la facture pour le coût énergétique, et comment on respecte la réglementation, notamment tout ce qui est lié aux réglementations thermiques. Alors, regardons un peu plus concrètement quel type de solutions sont proposées. Je vais passer. Voilà. Ici, je vous présente des startups qui sont présentes dans l'observatoire. Donc sur ce champ de l'outil de simulation énergétique et environnementale, le premier champ dont j'ai parlé, donc ce sont ces startups en fait, c'est des outils de logiciels, c'est des logiciels de calcul réglementaire, c'est des outils de simulation thermique dynamique, donc on va être vraiment là dans l'aide à la conception, ou des outils qui permettent de faire des bilans environnementaux, soit en amont, soit pendant la réalisation, un bilan carbone ou un calcul d'ACV qui permettent d'aller plus loin. Donc sur ce champ d'innovation, on est sur l'évaluation et de la simulation de consommation énergétique. Et ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup les bureaux d'études qui vont se saisir de ce type de solution pour être meilleurs dans la phase amont de conception. Alors qu'est-ce qu'on constate sur ce champ d'innovation particulier? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a beaucoup de startups qui sont présentes? Est-ce que ça a évolué depuis 2 ans? Donc c'est en termes de densité de startups, de volume de startups, ça s'est beaucoup développé. Néanmoins, ce ne sont pas celles qui sont les plus dynamiques d'un point de vue économique, au sens où ce n'est pas elles qui font les plus grosses levées de fonds, comme on dit dans le jargon des startups. Voilà, mais donc il y a de plus en plus d'offres qui sont proposées au marché. Donc c'est un terrain dynamique. Sur le deuxième champ, dispositif de pilotage intelligent des équipements et ouvrages, je zoome particulièrement sur les exemples de start-up. Donc ici, on retrouve des solutions qui basent leurs bénéfices sur l'utilisation de capteurs IoT, où ce sont carrément des plateformes de gestion de données. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'analyser les données en temps réel, bénéficier rapidement de tableaux de bord pour avoir les consommations énergétiques, à la fois pour se projeter sur les futures consommations ou pour voir en fonction de l'usage, par exemple du bâtiment ou de l'infrastructure, la consommation en live. C'est un champ extrêmement dynamique, à la fois en termes de nombre de startups, mais aussi en termes de potentiel. Voilà, c'est des startups sur lesquelles les investisseurs misent davantage. C'est celles qui, quelque part, sont liées à l'utilisation des data, des données, et comment on met de l'intelligence pour concevoir de façon plus pertinente. Sur le sujet de façon générale, la rénovation énergétique des ouvrages, ici on a quelques solutions, on fera un petit zoom dessus. Là encore des solutions pour limiter la consommation énergétique, mais qui aident aussi à massifier. On est encore dans le pilotage,
Et c'est plutôt des solutions qui sauront trouver leur place aussi sur des marchés de rénovation et pas seulement du neuf. C'est une dynamique relativement dynamique au niveau des startups. Dernier champ, donc sur la performance énergétique et tous les services qui peuvent être partagés. Là, on a encore des outils de simulation, mais aussi des matériaux avec des isolants plus performants. On va rentrer un tout petit peu dans le détail. L'emploi de sources d'énergie renouvelable in situ, ça aussi c'est une tendance d'être en mesure de produire et de stocker de l'énergie sur site. Et puis globalement un développement de l'IoT qui permet aussi de proposer des solutions pertinentes. Donc là c'est un champ qui est très dynamique en termes de volume, mais aussi en termes d'investisseurs qui misent sur ce type de solutions. Donc des diagnostics et des simulations. Voilà, un petit zoom que vous trouverez dans l'Observatoire également, qui est une étude de cas de la solution Startup Itac, qui a déployé sa solution en partenariat avec le Crédit Agricole. C'est une solution qui permet d'estimer la performance énergétique d'un logement, puis d'obtenir des recommandations de travaux. Donc en amont, un logement existant, ça permet de faire un diagnostic. On se projette sur l'amélioration de la performance qu'il conviendrait d'avoir, et ça projette sur un bouquet de travaux à réaliser, donc une projection très concrète pour aider la personne le propriétaire à mener ses travaux. Peut-être un autre exemple, Data Builder, qui est une solution qui permet, qui a été testée et expérimentée par BTP Consultant, qui repose sur l'intelligence artificielle et qui permet d'automatiser la lecture des plans de logement et d'accélérer l'analyse des données, donc à la fois quantitatif et qualitatif, pour pouvoir faire un DPE plus rapidement. Vous retrouverez vraiment plusieurs cas. Là aussi, on voulait mettre l'accent sur des nouveaux matériaux qui ont des propriétés isolantes aussi. Donc il n'y a pas que les outils digitaux, il n'y a pas que les outils qui permettent de faire des diagnostics, des simulations. Il y a aussi des propositions de systèmes constructifs ou de matériaux un peu différents comme Batilin ou comme Batiprint 3D qui correspond à de l'impression 3D. On va passer peut-être maintenant à de plus en plus d'exemples concrets. On va vous présenter 2 startups qui vont pitcher devant vous et on pourra passer aux questions ensuite. Mélike, si tu veux les présenter. Merci beaucoup Stéphanie. Et bonjour à tous, merci d'être là de bon matin. Alors je vais devoir faire un petit ajustement technique parce que la première start-up qui doit intervenir n'est pas encore là. Je vais donc convier Grégory qui va nous présenter Biofluid Environnement. Et donc je me permets juste de zapper. Voilà, super. Et je te laisse la parole Grégory. Ok, merci. Donc c'est juste là. Okay. Bonjour, donc société Biofluid pour vous présenter les pompes à chaleur sur eau grise qui sont encore partiellement méconnues. Je vais vous parler plus précisément d'une étude de cas, d'un projet qui a été réalisé, qui date de 2015, que je trouve assez parlant dans son déroulé. Une entreprise générale nous contacte pour savoir comment intégrer notre système dans le bâtiment d'un point de vue réglementaire, à l'époque RT 2012. Donc il a entendu parler de nous, il veut savoir comment ça s'intègre. Alors, pour ça, je vais vous parler de leurs problèmes, pourquoi ils viennent vers nous. Ici, vous voyez un graphe du CEREN concernant les bâtiments en France métropolitaine, avec les consommations en mégawattheure, je précise énergie finale, des différents postes de consommation des bâtiments. On voit le carré rouge, le rectangle rouge qui est là, qui représente l'eau chaude sanitaire. Et vous voyez que depuis les années 70, ce rectangle rouge est incompressible. C'est difficile de travailler sur l'eau chaude sanitaire. Pour tout ce qui est chauffage, la partie bleue, qu'on voit largement diminuer, c'est simple, on a fait de l'isolation thermique principalement. Maintenant, ici, on voit qu'il y a un besoin de chaleur. Mais de la chaleur
On en a en fait. On en a tellement qu'on en jette à l'égout. Alors, on va arrêter de jeter l'eau chaude maintenant. On va agir intelligemment. On va brancher l'eau chaude dans une pompe à chaleur. Ça semble simple. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible avec notre système ERS. Comment ça fonctionne? Rapidement. Vous voyez l'eau de ville en haut à droite, qui arrive froide évidemment. On va faire transiter dans un ballon de stockage ERS, un ballon de préchauffage. Et on va faire un préchauffage total de cette eau. On va la chauffer au moins à 55 degrés. Puis confier cette eau à un appoint classique qui va avoir les épaules pour aligner toute la puissance nécessaire d'un point de vue pic de consommation réglementaire. Et cette eau chaude sanitaire va être distribuée à travers les différents usages, que ce soit la douche, le bain, la vaisselle ou d'autres usages pour d'autres types de bâtiments. On va ensuite récupérer ces eaux grises, c'est-à-dire toutes les eaux usées à l'exception des eaux vannes, c'est-à-dire des eaux des toilettes. On va récolter toutes ces eaux grises dans les gaines qui sont naturellement séparées dans les bâtiments depuis les années 70. Et on va les faire transiter par le système ERS avant de les rejeter à l'égout, de les rejeter froides évidemment, ces eaux grises. Alors vous dites, c'est quand même bizarre, les eaux grises, elles arrivent en bas, c'est marqué 28 degrés pour ceux qui ont des bons yeux. Comment on arrive à faire de l'eau chaude à 55 degrés? C'est très simple, c'est que globalement, personne ne se douche à 60 degrés. On mitige toujours l'eau chaude produite en chaufferie avec de l'eau froide dans l'usage. Plus, on consomme également de l'eau froide seule. C'est qu'on a un gisement assez stable à 28 degrés qui arrive, mais qui représente un volume qui est au moins le double de celui de l'eau chaude sanitaire à produire à 60 degrés. Donc physiquement, c'est tout à fait possible de le faire, et d'ailleurs on le fait. Quel est l'avantage de mettre un tel système plutôt que de mettre une pompe à chaleur aérothermie par exemple? L'avantage, c'est d'avoir une source de chaleur qui est déjà indépendante de la météo, de la saison, et ça toute l'année. On a donc une bonne température pour la pompe à chaleur, et ça c'est évidemment très important. On a une adéquation qui est parfaite entre le besoin d'eau chaude sanitaire et le rejet d'eau usée, puisque à chaque fois que quelqu'un se douche dans un bâtiment, des eaux usées arrivent à nouveau dans le système, ce qui permet d'avoir le gisement pour refaire l'eau chaude sanitaire. C'est un gisement qui est disponible in situ. Je vous présente ici un projet neuf, mais c'est tout à fait possible de le faire en rénovation. Et évidemment, on arrive aux performances qui sont inégalées. Or, rare exception d'avoir de la géothermie profonde pile poil sous le lieu. Sinon ici, on a des COP réels annuels qui sont supérieurs à 4. Quand je parle de COP réels annuels, je ne vous cite pas un régime de compresseur à une température pivot. On parle bien de la mesure sur la machine toute l'année sur des bâtiments réels, et on voit qu'on fait de l'eau chaude sanitaire, donc haute température, avec des coefficients de performance supérieurs à 4. Coefficient de performance étant le ratio entre la chaleur donnée et l'électricité consommée. À quoi ça ressemble ? Vous voyez ici à gauche le RS compact, donc pour des bâtiments de 10 à 40 logements. Je parle en logement T3, on peut évidemment faire des chambres d'hôtel, des chambres EHPAD. Ça fait jusqu'à 6 mètres cubes par jour, on a besoin d'un petit local technique. Et puis à droite le RS modulaire, je vous ai mis des photos qui datent de l'époque du projet. Donc typiquement ici en 2015, le système à quoi il ressemblait pour ce bâtiment. Donc là on peut monter évidemment à du 250 voire 300 logements, on peut faire évidemment du gros en un seul coup. Et donc on arrive au témoignage enfin du projet réalisé. On arrive pour la première fois sur site suite à la mise en service du système. Et nous arrivons sur site où mon collègue croise la direction de l'hôtel en train de débattre de leur chaufferie, et qui évidemment fait de grands yeux devant ce que leur bureau d'études leur a mis sans leur en avoir vraiment parlé. En tout cas, ils n'étaient pas au courant et ils voulaient absolument s'en défaire. On leur a dit, on va vous montrer que ça marche, soyez patients, on va vous montrer que ça marche. 6 ans après, France 2 nous appelle et nous demande pour 2 jours plus tard un interview d'un maître d'ouvrage concernant notre système. Et donc on savait que OCO était très content de notre système 5 années après. Donc on les a appelés, ils ont tout de suite accepté de faire cette interview.
Et donc son retour, finalement, c'est l'opération est rentable, sans l'ERS, nous aurions plus que doublé notre facture. Et pour nous, évidemment, c'est une grande victoire d'avoir ça. D'autant plus qu'il y a un deuxième hôtel loco qui a été inauguré à Paris, donc c'est dans cette année 2023, il y a quelques mois, et qui est également équipé d'un ERS. Et tout ça pour vous dire, quand on est une petite société, j'ai envie de dire start-up, même si concrètement la techno existe depuis 2010, c'est parfois difficile de convaincre sur tout un projet, de convaincre le bureau d'études, l'entreprise générale, qui va effectivement faire l'achat, ensuite le maître d'ouvrage, et enfin parfois aussi l'exploitant, que le système vaut la peine d'être intégré, d'être installé et d'être maintenu. Et donc pour tout ça, quand on est une petite boîte, on est bien content d'avoir des partenaires comme Impulse qui nous aident à communiquer pour que chacun ait entendu parler du système au moins un minimum, que personne ne soit surpris lorsque enfin on arrive à avoir une chaufferie performante. Quelques points rapidement. Donc on a aujourd'hui plus de 12 000 logements équipés. Nous pouvons fournir une chaufferie intégrale et en Ile-de-France, nous faisons aussi l'installation. Nous avons plus de 14 ans d'expérience. On est Made in France, évidemment, on a un rapport privilégié avec nos fournisseurs qui sont des partenaires très proches. On a un SAV expert et réactif et c'est bien la moindre des choses pour un système aussi surprenant parfois que peuvent l'être les pompes à chaleur sur eau grise. On est éligible au fonds chaleur de l'ADEME. On a une fiche C2E, mais c'est encore bien plus payant le fonds chaleur. On est évidemment en RE 2020, mais aussi en RT existant. Et enfin, c'est une technologie brevetée, comme je vous l'ai dit, fabriquée en France. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions en salle ? Moi, j'en ai une d'emblée. Par rapport à la jeunesse du projet, tu en as parlé rapidement, mais comment s'est passée la phase où il fallait convaincre le client, convaincre les équipes du client ? Comme tu l'as dit avec la citation que tu as citée, c'était pas forcément évident que le bureau d'études propose ce type de solution. Oui, donc effectivement, je vous ai présenté un cas qui a été mal anticipé en termes de communication avec le maître d'ouvrage. Dans beaucoup de cas et dans toutes les premières années, le bureau d'études nous invitait en fait à venir faire une présentation de notre système devant l'entreprise générale à minima et souvent devant l'entreprise générale et un représentant du maître d'ouvrage ou son AMO, bien sûr. Donc dans la plupart des cas, ça se passe mieux que ça, que sur la première réaction du maître d'ouvrage évidemment. Donc c'est effectivement des choses qui peuvent se préparer, mais en tant que fournisseur de matériel, parfois installateur, mais le plus souvent fournisseur de matériel, on n'a pas toujours la main finalement. Et quand on va voir des bureaux d'études, certains sont d'ailleurs frileux pour proposer notre techno auprès de leurs partenaires en se disant « Oui, mais bon, on ne sait pas, ça fait que 14 ans que vous existez. » Bon, là, ça commence à faire. Je poursuis par rapport à... Il y a une question. Je prends votre question et après je pose la mienne. Des solutions pour ? Des solutions pour des maisons individuelles. C'était ma question, monsieur. Ouais. Alors, non, on n'a pas de solution pour des maisons individuelles. Nous, avec la techno de pompe à chaleur sur eau grise, je vous l'ai présenté ici rapidement, mais l'échangeur thermique qui est la cuve est équipé d'un nettoyage automatique pour maintenir ses performances dans le long terme, ce qui permet juste d'avoir un entretien de routine annuelle, en fait, pour contrôler que tout s'est bien passé dans le nettoyage automatique. Donc, tout cela représente quand même un certain matériel qui est intéressant pour les bâtiments lorsqu'ils veulent avoir des labels énergétiques et qui ont un problème pour passer la RE dès 10 logements. Ensuite, on devient vraiment intéressant d'un point de vue financier pur dès qu'on dépasse les 40, 50, 60 logements. Et donc, pour un hôtel comme ça, évidemment, on est intéressant puisque dès qu'on dépasse la centaine de chambres, eux, en termes de temps de retour assez exigeants, ils s'y retrouvent. Maintenant, on fait aussi partie au sein d'une asso de différentes solutions de récupération d'énergie sur eau grise. Pour de la maison individuelle, on a des partenaires à vous proposer qui font des échangeurs passifs. Donc il n'y a pas de pompe à chaleur. C'est simplement l'eau froide au moment de la douche
et seulement de la douche qui est préchauffée par l'évacuation de l'eau de la douche. Nous, on travaille vraiment sur toutes les eaux du bâtiment, y compris lave-linge, lave-vaisselle, eau de cuisson des pâtes, qui représente un certain bonus aussi. N'hésitez pas à passer nous voir dans le stand Energy Tech ST12. Concernant votre partenariat avec Impulse Partner, est-ce que vous avez été incubé avec Impulse Partner et aujourd'hui, quelle est votre relation? Est-ce que vous êtes en phase encore d'accélération avec Impulse Partner? Comment ça se passe? Ouais. Donc c'est effectivement un partenaire de longue date. Je vous dirais qu'on manque terriblement de temps et de moyens humains pour vraiment faire de la communication. Et donc aujourd'hui, Impulse, un partenaire de longue date, nous a proposé il y a 2 semaines de faire cette conférence avec eux, et on leur a tout de suite dit oui, parce que voilà, je pense qu'on se fait confiance maintenant, et ça nous fait un gain de temps énorme en termes de communication, aussi de mise en relation, parce que à l'inverse, en voyant défiler des nouvelles boîtes sur des solutions énergétiques, je me dis tiens, je vais les contacter la semaine prochaine, ou mon collègue va les contacter, et donc c'est aussi de la mise en relation qui fonctionne à tout niveau. Je me permets un complément d'information par rapport à votre question. En effet, Impulse Partners fait office d'accélérateur, mais accélérateur d'innovation et donc de collaboration entre des startups et des grands groupes. On n'a pas des programmes prédéfinis avec des workshops contraignants ou des formations un peu fastidieuses que les entrepreneurs seraient forcés à suivre. Le but, c'est vraiment d'enclencher très rapidement des contacts pertinents, une mise en visibilité pertinente et des collaborations plus poussées qu'on accompagne aussi par ailleurs. Très bien, merci beaucoup merci. Grégory. J'accueille désormais Grégoire d'Ivadrone et je reviens un petit peu en arrière, un instant. T'es en train de spoiler. Oui, c'est ça. Désolé pour le spoiler. Parfait, je te laisse. Ça marche, merci. Pour aller après, c'est juste là. Ok. D'abord, juste pour le son, ça va, parce que je peux avoir tendance à pousser un peu la voix ou quoi, donc je n'ai pas l'habitude avec vous en face avec des casques, c'est ok? Le son est correct? Ok, ça marche. Bon, alors vous devez vous demander pourquoi une boîte de drone vient sur un salon d'énergie, je vous ai expliqué. Donc je suis le président de la société Ivadrone, Grégoire Sinca. On réalise aujourd'hui 3000 opérations par an en France et en Europe. Dans le domaine de l'inspection, de l'énergie justement, énergie renouvelable, et d'abord avec un fort ADN dans les télécoms, pardon. Et on a une plateforme qui est donc que l'on a créée pour pouvoir permettre aux industriels qui ont des besoins récurrents ou des besoins d'inspection ou de prestations techniques par drone à grande échelle de passer par nous et de pouvoir utiliser notre plateforme. Voilà. Donc on existe depuis 2018. On a commencé avec la digitalisation des opérations, donc c'est une plateforme qui permet de réaliser ces opérations à grande échelle, dans lequel on a ajouté des fonctionnalités permettant d'embarquer et de digitaliser l'ensemble des process opérationnels de nos clients. Et pour finir, il y a 2 ans de ça, on est venu intégrer des tierces parties, des solutions de modélisation, des solutions d'IA, pour permettre de répondre à des cas d'usage, notamment dans les télécoms, mais aujourd'hui de plus en plus dans l'énergie, pour des bureaux d'études et pour des prestations d'inspection de performance énergétique des bâtiments. On va en parler dans 2 secondes. Donc, nos prestations d'audit de bâtiment, 10 minutes en tout. J'ai que 10 minutes. Ah ben ça va, c'est tranquille. Avec un petit temps dédié aux questions. D'accord, ok. Alors, vous dites évidemment que le drone, ça peut prendre des photos, ça peut prendre des vidéos, mais en fait, ça fait bien plus que ça. Ce que vous voyez là, c'est une modélisation qu'on a fait par drone. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a que 10 minutes, justement. Mais aujourd'hui, la technologie permet, à partir d'une modélisation par drone, qui en soi, pour un bureau d'études, ne sert à rien, de pouvoir produire des modèles AutoCAD, des DWG, etc. Donc là, vous me voyez venir, on peut aller beaucoup plus loin. Si on couple à ça une inspection thermographique de bâtiment, on va pouvoir aller faire des propositions, passer ça en bureau d'études, et je vais vous en parler juste après, pour pouvoir, hop, si je mets ma main en dessous, c'est pour pouvoir justement aller proposer une solution clé en main dans l'audit de la performance énergétique des bâtiments ou dans le cas d'une réhabilitation.
Donc comment ça marche? J'ai essayé de faire une slide qui explique tout le process de manière assez simple. Donc nos clients utilisent notre plateforme pour commander une solution, pour digitaliser l'ensemble de ces assets, puisqu'on travaille encore une fois avec des gros industriels. Avec 3000 opérations par an, vous imaginez que voilà, qu'on a une certaine capacité. Donc nos clients passent par notre plateforme, ils commandent une mission de manière normalisée, standardisée sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on va réaliser donc l'acquisition de données. Donc ça, en général, ça prend 10 à 12 jours pour inspecter, de manière à faire les demandes d'autorisation de vol, etc. L'ensemble des données est envoyé en bureau d'études ou post-traité à partir de nos solutions de modélisation et d'intelligence artificielle. Et ensuite, on est capable d'aller jusqu'à, grâce au partenariat qu'on a monté notamment avec Digiliance et avec Neovi, on est capable ensuite d'aller proposer, Neovi qui est une entreprise qui fait du C2E, de proposer justement la meilleure solution pour à la fois améliorer la performance énergétique du bâtiment et de réaliser des certificats d'économie d'énergie. Voilà, et une fois qu'on a fait tout ça, évidemment, on envoie le tout au client qui va pouvoir réceptionner et prendre des décisions. Donc pour faire simple, on a créé un triptyque pour répondre justement à ce cas d'usage. Ivadrone pour la captation de données, Digiliance, un de nos partenaires pour la partie bureau d'études, analyse à partir justement des modélisations, des DWG et des modèles AutoCAD qu'on va sortir, et y compris de l'analyse thermographique du bâtiment. Et ensuite Neovi qui va proposer des installations adéquates et un certificat d'économie d'énergie. Voilà. Vous pourrez me retrouver sur le stand. Je ne sais pas encore à quel stand je suis, je viens d'arriver. J'ai failli louper ma séance de pitch. Donc je pense que vous regardez le plan, vous saurez me trouver. Merci. La solution dédiée à la rénovation énergétique, en général, elle fait partie d'une plus grande prestation que vous faites par ailleurs pour le bureau d'études, ou il vous arrive de ne vendre que ça? Alors là, c'est une solution qu'on a développée tout récemment, où effectivement on essaye de proposer un produit clé en main. Alors évidemment, un client, on travaille aussi avec Bureau Veritas par exemple, qui va nous demander de faire juste des audits, la captation de données, pour faire une inspection du bâtiment, regarder la couverture, regarder les façades, etc. Parce qu'ils ont eux-mêmes des clients qui vont avoir besoin justement de faire de la rénovation et des audits. Après, nous, on a voulu aller plus loin dans la démarche et proposer une solution clé en main de la captation de la donnée par drone, en passant par un bureau d'études et ensuite, éventuellement, un C2E pour pouvoir une entreprise qui fait des C2E. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. J'ai une question aussi par rapport aux bénéfices. Est-ce qu'on parle de gain de temps, mais aussi de marge d'erreur réduite? Alors, viennent chercher les bureaux d'études Alors, un bureau d'études aujourd'hui, quand on envoie un technicien sur un toit terrasse, c'est intéressant comme question. Par exemple, sur un bâtiment et qui doit prendre des cotes, la norme aujourd'hui, le ratio, c'est 5 cm à peu près en X, d'accord? Et je ne sais plus combien en Y, j'ai plus la donnée exacte. Avec le drone, évidemment, on est bien meilleur que ça, on peut atteindre 1 cm. Alors après, la course à la précision ne sert à rien. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, j'atteins 1 mm avec des scanners, laser, etc. » Aucun intérêt, puisque aujourd'hui, la norme acceptée par le métier, c'est 5 cm. Donc le drone permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, effectivement, parce qu'on a une marge d'erreur qui est quasi nulle, en fait, par rapport à ce qui est admis dans le métier. Et puis évidemment, on est beaucoup moins cher. Si je vous dis à quel prix on fait les AutoCAD, modélisation AutoCAD et DWG, il y en a qui vont tomber de leur chaise par rapport à ce que est capable de faire aujourd'hui un bureau d'études qui va envoyer 2 techniciens. Parce qu'il faut aussi avoir des habilitations de travail en hauteur, etc. Et en fait, si on réfléchit, on va plus loin. Où est la valeur ajoutée d'un bureau d'études? Elle n'est pas dans le fait d'envoyer des techniciens sur site, monter sur un toit terrasse et prendre des cotes, revenir au bureau, faire son petit dessin sur AutoCAD. Ça ne sert absolument à rien. Sa valeur ajoutée, elle vient après, quand il va analyser, faire ses recommandations. Donc en fait, le drone, il est là pour... on est un peu en bas de l'échelle, en fait. On fait tout ce qui n'a aucune valeur, aujourd'hui, ajoutée. Un ingénieur, il n'est pas fait pour monter sur un toit terrasse, prendre des cotes. Et aujourd'hui, pour moins de 1 000 €, on est capable de faire ça.
l'ensemble de cette procédure qui coûte à peu près en bureau d'études, suivant la taille évidemment du bâtiment, minimum 2 500 €. Voilà, donc c'est des ordres de grandeur que je vous donne. Et évidemment, quand ensuite on doit faire pour un client toutes ces assets, qui doit faire un audit de l'ensemble, parce que c'est ça le challenge. Aujourd'hui, il faut améliorer la performance énergétique de ces assets, etc. Et donc, il faut pouvoir proposer des solutions qui permettent à grande échelle et rapidement de pouvoir faire ces audits et d'être capable de proposer justement des solutions, en tout cas des recommandations pour améliorer la performance énergétique des assets de nos clients. Voilà. Merci beaucoup Grégoire. Je t'en prie. On est tout pile dans les temps. On est bon, ouais. En termes de réglementation, qu'en est-il des villes? Est-ce que c'est possible? Demande d'autorisation de vol. Alors, quand vous envoyez une nacelle sur un bâtiment, il faut faire une zone d'exclusion des tiers. Ce qu'on appelle une zone d'exclusion des tiers, les gens ne doivent pas passer sous la nacelle. Bon, bah, avec un drone, on fait une demande d'autorisation de vol. Alors, Paris, avec les JO en ce moment, c'est un peu compliqué. Faut parler avec les préfets, etc. Mais en général, c'est 5 jours ouvrés pour intervenir. C'est pour ça que nous, on a un délai moyen sur 3000 opérations. On donne les livrables à nos clients au bout de 12 jours. Ça, c'est une moyenne. Parce qu'évidemment, parfois, si vous êtes dans un couloir aérien, il y a un protocole à faire. Si vous êtes près d'une prison, protocole. Centrale nucléaire, protocole. Base militaire, protocole. Voilà. Mais voler en ville, absolument pas de problème. Simplement, zone d'exclusion des tiers sur toute la partie où on va voler. Donc parfois, ça nécessite d'utiliser un agent de sécurité puisque le télépilote, on l'appelle télépilote parce qu'il doit garder le drone à vue. Donc il ne peut pas regarder en bas et dire aux gens non, passez pas en dessous, etc. Voilà. Mais non, aucun problème pour voler en ville. Et en plus, ça va s'assouplir dans les années à venir. Donc normalement, c'est déjà censé s'assouplir, mais on connaît l'inertie de l'administration française qui fait que ça prend un peu plus de temps. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre écoute et pour votre intérêt. Si vous avez plus de questions adressées aux startups, comme dit, elles ont leur stand respectif, donc vous pourrez poursuivre la conversation. Et si vous avez des questions sur Impulse Partners, on sera également ravis d'y répondre. Je vous souhaite à tous un très bon salon et à bientôt. Ouais. Stand 14 pour Ivadrone et stand 12 pour Biofluid.